Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Ensuite, bonne nouvelle, regardez, MicroStrategy, ou plutôt Strategy, viennent d'acheter 1,2 milliard de dollars de Bitcoin, le plus gros achat de BTC depuis juillet. C'est assez énorme, hein, c'est 13 600 Bitcoin. Ça veut dire qu'en tout, ils ont maintenant 687 000 Bitcoin. Et c'est vraiment un coup d'achat, enfin c'est vraiment un achat incroyable, hein. Ça faisait quelque temps qu'ils avaient réduit fortement la quantité de BTC qu'ils rachetaient. Quand ils levaient de l'argent aussi, ils en profitaient pour faire augmenter la taille de leurs réserves pour payer les dividendes, les intérêts sur ce qu'ils doivent aux gens. Et en fait, non, c'est un pur achat de BTC. Voilà, une bonne chose de fait pour Stratégie. Sinon, pour les news insolites, comme vous avez pu le voir, il y a récemment l'ex-maire de New York qui a fait sa première crypto meme coin anti-antisémite. C'est technique. Hein. Contre l'antisémitisme, exactement. Il a préparé son token, il s'est dit je veux lutter contre l'antisémitisme dans le monde, donc je vais créer une crypto pour ramasser un peu d'oseille pour lutter encore plus. Bon. Et il a repoussé. Je sais pas. Et il a repoussé. Non, je sais pas. Il a repoussé, sérieux? Non, il a repoussé. Oui. Le token, il a fait pump and dump. Hein. Bah, en gros, il a pump. C'est lui qui l'a fait dump derrière. Ok. Bah, non, c'est qu'en pas gros, mais en partie, je pense. Ils ont retiré. En gros, ça a pump. Ils ont mis de la liquidité. Et puis, une fois qu'ils ont bien mis de la liquidité, et que leurs tokens ont commencé à se vendre, bah, il a retiré la liquidité. Donc, ils ont récupéré ils ont, entre guillemets, comme il n'y avait pas de fair launch ou d'ICO ou trucs comme ça, les gens achetaient au marché et eux, ils ont récupéré les dollars qu'en fait, ils vendaient dans la LP, quoi. Tu nous avais raconté que toi-même, tu t'étais un peu débancarisé, quoi, pour bien utiliser exclusivement la finance décentralisée pour ta vie quotidienne. Donc, c'est possible aujourd'hui. C'est possible. Après, moi, je suis un cas particulier. J'ai pas de famille, d'enfants, etc. Donc, pour tous les profils jeunes et indépendants, c'est vrai pour moi, il n'y a que des upsides à se débancariser. Et avant, quand on parlait de débancariser, on parlait un peu de marginaux ou de gens qui vont utiliser un système et tout. Aujourd'hui, c'est fini. La DeFi, la blockchain, la crypto, etc., c'est vraiment très, très bien intégré dans énormément de services. Et aujourd'hui, être débancarisé, je ne pense même pas que ça veut dire quelque chose finalement, tant qu'aujourd'hui, on a la facilité de faire absolument tout ce qu'on pouvait faire avant, des virements, des transferts, des crédits, etc., via la blockchain. Donc, c'est plus aussi challengeant que ce que c'était lorsque j'avais commencé. Au Moyen-Orient, Dubaï a annoncé l'interdiction des tokens de confidentialité, donc les fameux privacy tokens, comme le Zcash, le Dash ou encore l'XMR Monero. Et les autorités locales renforcent également les règles encadrant les stablecoins, notamment sur les réserves et la conformité AML, donc la lutte anti-blanchiment. Cette décision s'inscrit dans une volonté de repositionner Dubaï comme une juridiction crypto entre guillemets clean et compliant, et même les hubs. Si je veux résumer un peu les risques de la crypto, je peux les catégoriser en 5 grands risques. Oui. Donc, premièrement, on a le risque de l'architecture de la crypto, qui est attaquer directement le corps, la base de cette architecture, de cette infrastructure. Ici, qu'on dit que c'est très difficile, c'est très compliqué sur les grandes blockchains parce que on a besoin de ressources et on a besoin d'extrêmement beaucoup de ressources électroniques. Donc, on peut peser vers des milliards de dollars. Mm-hmm. Après, on a les attaques sur les nœuds. Donc, ce sont les personnes qui vont héberger ces nœuds, donc le logiciel qui va pouvoir communiquer ou valider les blocs. Ici, on pourra parler de misconfiguration, donc une configuration qui n'est pas vraiment adaptée à ce fonctionnement, où on aura des failles sur ce PC-là. Puis on peut catégoriser aussi sur les centralisations, donc les plateformes centralisées, parce qu'ici on dit que l'utilisateur, il est en train de déposer ses cryptos sur une plateforme centralisée, c'est-à-dire qu'il n'a plus la possession de sa clé. Et dans la crypto aujourd'hui, la possession de sa clé, c'est son coffre-fort, en tout cas, c'est son RIB, comme vous êtes en train de le dire. Donc aujourd'hui, c'est ces plateformes-là qui doivent sécuriser l'utilisateur. Les textes et les paroles de la Banque Centrale Européenne elle-même. L'euro digital n'est pas là pour nous espionner au quotidien, quoique
ils ont quand même toutes les informations qu'il faut, mais il va surtout donner aux institutions un levier inédit en période de crise. Et chaque fois qu'un levier existe, même par sécurité, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il sera utilisé, c'est surtout quand. Car des crises, tu en es conscient, on n'est pas prêt d'arrêter d'en avoir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Bitcoin existe. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour comprendre l'identité digitale, il faut oublier tout de suite l'image du passeport ou de la carte d'identité classique. Le projet qui se dessine à Davos, il est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, ton identité est fragmentée. Une carte d'identité pour l'État, une banque pour ton argent, un opérateur pour Internet, des plateformes privées pour tout le reste. C'est désorganisé, coûteux et difficile à contrôler. Pour un État, c'est un cauchemar, surtout quand il a besoin de savoir ce qu'il se passe sur son territoire. Donc, la logique est simple, regrouper. Une identité digitale qui est basée sur un portefeuille. Un seul point d'entrée pour prouver qui tu es, accéder aux services, interagir avec l'économie numérique. Sur le papier, c'est vendu comme du confort, moins de fraude, moins de mots de passe, plus de sécurité. Ensuite, on va parler du projet de loi, la régulation crypto en cours aux États-Unis depuis un certain temps. Le projet qui est censé apporter de la clarté réglementaire autour des crypto-monnaies, de la répartition des responsabilités entre la SEC et la CFTC. Eh bien, regardez, ça vient d'être présenté, là, le projet qui est en discussion depuis un certain temps au Sénat aux États-Unis. Et ce nouveau projet vient interdire les exchanges crypto de fournir du rendement sur des stablecoins qui sont juste déposés comme ça sur les exchanges. Donc, c'est vraiment quelque chose qui embête la plupart des plateformes crypto, telles que Coinbase, etc. Ça vient dans le sens des banques. C'est les banques qui ont fait du lobbying pour bloquer ça, parce qu'ils ont vu ça comme une concurrence déloyale. Mais on va dire, la bonne nouvelle quand même, c'est que oui, ça sera interdit de donner du rendement sur des stablecoins qui sont juste déposés sur vos comptes, mais les exchanges pourront donner du rendement s'il y a du staking, s'il y a du liquidity provisioning, s'il y a des transactions autres. Donc, dans le cadre de récompense, ça sera possible. 21Share qui lance un ETP Bitcoin et or sur la bourse de Londres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'or et le Bitcoin dans un même ETP. Une exposition combinée au Bitcoin et à l'or, symbole d'un pont entre la finance traditionnelle et les actifs refuges modernes. Ça, c'est ouf quand même. Ça, c'est vraiment ouf parce que jusqu'à présent, l'or et le Bitcoin, bon, d'accord, beaucoup disent que le Bitcoin, c'est l'or numérique, mais disons que ce sont deux choses radicalement différentes entre l'or et le Bitcoin. Et en général, du coup, les gens qui misent de l'argent sur l'or, c'est parce qu'ils veulent, entre guillemets, sécuriser de l'argent, parce que l'or, c'est quand même plus sécurisé, il y a beaucoup moins de volatilité que la crypto. Donc là, le fait de combiner quelque chose qui est plutôt safe et quelque chose qui est plutôt volatile dans le même ETP... Plus grosse réserve de terres rares au monde. Graphite, lithium, or et cuivre, mais aussi uranium, tout est bon à prendre, y compris le contrôle des routes maritimes arctiques, de plus en plus empruntées, notamment par les bateaux chinois. Ce que vise Donald Trump plus précisément, c'est la Critical Metal Core, qui exploite le projet Tanbreeze, le plus grand gisement de terres rares et de minerais de la région. À cela s'ajoute le bassin gazier et pétrolier de Jameson Land de la Greenland Energy Company. Depuis 2019, ils sondent discrètement les populations et les décideurs. Ils proposent indépendance ou échange territorial. Mais le Danemark refuse net. Le Groenland n'est pas à vendre. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du Danemark depuis 1979, avec une autonomie élargie en 2009 pour lui donner le contrôle sur la plupart des affaires internes, comme l'éducation, la santé, les ressources naturelles et la police. Le Danemark conserve l'autorité sur la défense, la politique étrangère, la monnaie et la justice constitutionnelle, tandis que le gouvernement groenlandais, dirigé par un premier ministre élu, gère le quotidien des 56 000 habitants. Pour autant, ce n'est pas un membre de l'Union européenne. C'est un territoire d'outre-mer. Mais il fait partie de l'OTAN et il est membre du Conseil de l'Arctique. Toute décision d'indépendance ou de changement de statut doit être approuvée par référendum des Groenlandais eux-mêmes. Heureusement, on a quand même pas mal de nouvelles qui arrivent, nouvelles qui vont à un moment donné poser problème. Ça va être Donald Trump qui explique à un moment donné que les Alliés et les Américains qui sont en Iran devraient partir de l'Iran parce qu'a priori il va y avoir des attaques et une action coordonnée pour pouvoir globalement, je pense, affaiblir l'Iran de base pour favoriser le retour du Shah et donc un changement politique au niveau de l'Iran. C'est quelque chose qui a été voulu à plusieurs reprises par les USA, tenté à plusieurs reprises et à chaque fois échoué. On va voir si ça se passait de cette façon-là, mais je pense que certainement ce week-end, on risque d'avoir des frappes en Iran.
pense, le week-end, une fois que les marchés sont arrêtés. On verra bien si ça s'accélère ou pas. Et l'autre grosse nouvelle, je vous en avais parlé hier, c'est que aujourd'hui, en tout cas à partir d'aujourd'hui, on est censé avoir la Cour suprême qui va valider ou non les taxes douanières, les tarifs de Donald Trump. Et ça va impacter le marché directement, le Nasdaq. Et ça peut faire mal aussi au niveau des cryptos. On va le voir dans quelques instants. Ici, on a Donald Trump qui annonce à nouveau qu'un droit de douane de 20% sera imposé à tout pays qui fait du commerce avec l'Iran. Bon, encore énormément de menaces de ce côté. Et ça, pour le coup, ça signifie que la guerre commerciale des États-Unis est toujours en cours, même si elle avait fait une petite pause, qu'on n'en entendait plus trop parler. Mais la Chine est l'un des principaux partenaires de l'Iran, tout comme la Russie, l'Inde, ainsi que les Émirats Arabes Unis, la Turquie ou d'autres pays. Donc c'est intéressant de noter que l'Allemagne commerce également avec l'Iran, mais quoi qu'il en soit, poursuivons, parce que la guerre commerciale donc avec la Chine est de retour. Trump affirme que tout pays faisant affaire avec la République islamique d'Iran devra payer un droit de douane de 25% sur toutes ses transactions avec les États-Unis. Alors, comment la Chine va-t-elle réagir à tout ceci? C'est assez compliqué de se projeter, mais ils ont passé vraiment des mois à négocier un nouvel accord. En 1977, on a eu un pic fort d'inflation, puis l'inflation est retombée, et ensuite on a eu un deuxième pic majeur, énorme. Ça avait engendré une inflation historique, donc de plus de 10, 12, 15%, et ça avait forcé les États-Unis à monter les taux d'intérêt à 20% pour calmer l'inflation, ce qui avait fonctionné. Mais bon, vous vous doutez bien qu'avec des taux d'intérêt à 20%, la machine économique, elle se gripperait sacrément. Je me demande, moi, ce qui va se passer dans les trimestres et les années qui viennent, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déflationnistes sur la planète. Mais si les prix du pétrole s'envolent parce qu'il y a des conflits à droite à gauche, bah, ça ne va pas aider l'inflation à baisser. Et puis surtout, si Jérôme Powell part de la Fed à la moitié de l'année comme prévu par son mandat, et que Trump met un de ses acolytes à la tête de la Fed et qui lui fait baisser les taux d'intérêt de 150 points de base, bah ça pourrait relancer les marchés et la machine économique, hein, c'est certain, mais ça pourrait aussi faire exploser l'inflation à la hausse. Et si on avait une nouvelle vague d'inflation, bah ça forcerait les banques centrales à réagir ensuite en remontant les taux d'intérêt. Ce serait une sacrée pagaille. Donc, ça va être une année avec des tensions géopolitiques, avec des tensions politiques. Du côté du dollar, toujours bullish, on a comblé nos FVG, on a retag parfaitement le breaker. Pour moi, tant que le prix ne repasse pas sous le breaker, on est dans une optique de continuation. Ce qui pourrait déclencher plutôt quelque chose de baissier, c'est la prise du sommet de décembre et repasser sous le breaker. Là, ça pourrait annoncer plus une continuation baissière et finalement qu'on se dirigerait bien vers ces lows. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de pricer le fait que Trump a mis la main sur le Venezuela et qu'il va pas rendre ça tout de suite, voire même peut-être jamais, que ils ont récupéré les réserves de pétrole et que tous les échanges continueront de se faire en dollars, ce qui affaiblit la narrative des BRICS et la narrative de les BRICS vont faire mal au dollar, donc c'est cohérent d'avoir un dollar qui se renforce. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.